J'aimerais également apporter quelques éléments aux observations qui ont été faites. Monsieur le rapporteur, vous nous demandez pourquoi nous n'avons pas été informés de tous les déplacements de M. Benalla, déplacements au cours desquels il a utilisé les passeports diplomatiques. Pour aller voir des chefs d'État. Je n'en sais rien. Non, mais vous ne savez pas grand-chose. Mais enfin, c'est quand même étonnant. Excusez-moi de parler. Monsieur le rapporteur, non. Excusez-moi. Écoutez, je suis désolé, mais je peux vous assurer que j'ai consacré beaucoup d'heures à préparer cet entretien et que je suis venu avec le souci de vous donner le maximum d'informations. Alors, si vous retenez de mes interventions que la maison n'est pas tenue, je peux vous assurer que c'est faux. Que je peux montrer pour chaque démarche qui a été faite que les procédures ont été suivies. Alors, il n'existe pas dans notre système un reporting automatique lorsqu'une personne franchit une frontière. Et je dirais heureusement, sauf si le passeport est sur un fichier qui permet de détecter son utilisation. Donc on ne peut pas, et surtout pas l'Élysée, je ne vois pas pourquoi l'Élysée serait informé du déplacement d'un citoyen qui voyage de par le monde avec son passeport. Voilà. Nous avons été informés des déplacements de M. Benalla par des interrogations de la presse aux environs du 20 décembre 2018, quelques jours avant que le président de la République se rende au Tchad. Nous avons été interrogés. Plusieurs questions. Est-ce que vous avez connaissance que M. Benalla se rend dans plusieurs pays africains et qu'il utiliserait son passeport diplomatique? C'est comme ça que nous l'avons su. Et pas d'autre moyen de le savoir. Écoutez, monsieur le directeur, très franchement, je réagissais tout à l'heure et j'assume aussi mon interrogation. Ça me paraît quand même très difficile d'imaginer que M. Benalla ait pu être reçu par un chef d'État qui devait recevoir le président de la République quelques jours après, sans que d'aucune manière, ni l'ambassade, ni les services de renseignement n'aient pu vous fournir cette information à l'Élysée. Maintenant, j'accepte tout, je prends acte vraiment de ce que vous dites. Mettez-vous à ma place, ça m'apparaît quand même étrange. Voilà quelqu'un qui est licencié pour faute. C'est quand même une faute grave, ce qui s'est passé le 1er mai, c'est quand même pas bénin. Sur lequel les feux de l'actualité sont ce qu'ils sont, qui est reçu par un chef d'État peu de jours avant que le président de la République soit reçu par le même chef d'État. Je prends acte du fait que l'Élysée n'était pas au courant, puisque vous le dites. Mais ça m'apparaît un peu étrange, permettez-moi de le dire simplement. Mais je le dis sincèrement, et je suis très sincère. Je pense qu'il y a quand même ça me paraît bizarre que personne à l'ambassade de France au Tchad n'ait eu connaissance de cette audience accordée par le chef d'État du Tchad. Voilà. Chers collègues, je voudrais simplement... J'ai peut-être tort, mais je suis très simple. Non, mais j'essaie de voir quel est le lien avec la mission de la commission d'enquête. Je voudrais simplement, dans mon rôle de président, vous dire que le temps avance. Cette audition est extrêmement intéressante. Je mesure, monsieur le directeur, l'indignation contenue que vous avez devant un certain nombre de constatations que vous avez faites. Et je ressens la sincérité de votre propos à cet égard. Nous nous efforçons, sans vous mettre en cause, de comprendre ce qui se passe. Cette affaire a pris des proportions qu'aucun d'entre nous ne pouvait imaginer. Nous essayons de faire notre travail en étant fidèles à notre mandat et aux règles de la séparation des pouvoirs. Un certain nombre de questions vous ont été posées, vous avez apporté des réponses, je dois dire, en mettant sur la table des informations très importantes. Et je crois qu'il faut tout à fait le reconnaître et nous vous en remercions. Alors, il faut qu'on fasse attention
de ne pas prolonger cette audition au-delà du nécessaire, compte tenu notamment du fait que nous auditionnons ensuite 2 membres du gouvernement. Et nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Je vais d'abord, si M. Sueur le permet, redonner la parole à Mme Jourda. M. Sueur pourra la reprendre s'il le souhaite, mais surtout, mes chers collègues, vous êtes nombreux à avoir demandé la parole et je ne voudrais pas qu'il y ait de frustration. Il va falloir qu'on s'organise bien pour que chacun d'entre vous, et j'entends évidemment le désagrément qu'il peut y avoir de devoir contenir votre temps de parole, alors que les rapporteurs eux-mêmes, mais nous les avons désignés en confiance pour cela, ont pu s'exprimer très largement. Mais il faudra qu'on arrive, malgré tout, même si c'est difficile, à essayer de contenir un petit peu, d'autant plus que beaucoup de questions très approfondies ont déjà été posées, le temps consacré à la deuxième partie de notre audition, c'est-à-dire celle au cours de laquelle vous allez pouvoir poser vos questions. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, vous avez indiqué tout à l'heure que les passeports de service ont sollicité leur invalidation dès le 31 juillet. Pourquoi la même procédure n'a-t-elle pas été suivie pour les passeports diplomatiques? N'y avait-il pas un moyen de prévenir, par exemple, de donner instruction à la police de l'air et des frontières pour qu'ils ne puissent pas être utilisés? Quelle est la procédure finalement qui a été suivie pour les passeports diplomatiques par rapport à celle qui a été suivie pour les passeports de service? Je comprends parfaitement que vous posiez cette question, mais vous avez devant vous, madame, le directeur de cabinet du président de la République. C'est-à-dire, il n'est pas dans mes compétences de voir comment sont gérés les passeports entre tel ou tel service. Permettez-moi quand même de vous rappeler que le directeur du cabinet du président de la République est chargé essentiellement de gérer l'agenda du président de la République, d'organiser ses déplacements, de lui préparer des dossiers sur la lutte contre le terrorisme, l'insécurité, les flux migratoires, des dossiers relatifs au Conseil des ministres, de recevoir beaucoup de responsables qu'il me demande de recevoir pour voir quelles sont leurs préoccupations, responsables politiques, associatifs, syndicaux, de rédiger des notes, d'encadrer une équipe, et puis également de piloter aux côtés du secrétaire général le projet de réorganisation de l'Élysée. Tout ceci se fait au cours d'une journée de travail qui commence à 7h15 le matin et qui se termine rarement avant minuit. Donc vous comprendrez que les tribulations de M. Benalla ne sont pas ma priorité et qu'il n'est pas dans mes radars depuis le 1er août. Ceci dit, j'assume mes responsabilités et avec les services qui sont sous mon autorité, je viens devant vous pour vous dire voilà ce qui a été fait lorsqu'on a découvert tel ou tel comportement fautif de la part de l'intéressé. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les passeports n'ont pas été contrôlés à telle ou telle frontière? Très franchement, madame, c'est pas la compétence du directeur de cabinet du président de la République. Mais je crois que tout à l'heure, vous recevez monsieur le ministre de l'Intérieur et monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'ils pourront vous donner des éléments de réponse à ces questions. Je vous remercie, monsieur le directeur. De notre côté, quand nous vous auditionnons, nous estimons que vous êtes le 2e collaborateur du président de la République, que vous êtes placé au niveau le plus élevé dans l'administration de la maison Élysée, que le chef de cabinet en rapporte directement à vous et que les questions politiques ne vous échappent pas normalement. Et compte tenu de la très grande importance de cette affaire, vous devez comprendre aussi que nous souhaitions savoir si la présidence de la République, ne serait-ce que dans le but de protéger le chef de l'État de nouveaux rebondissements, a, vis-à-vis des ministères concernés, principalement le 2 et accessoirement un 3e, le premier c'est le ministère de l'Intérieur, le second le ministère des Affaires étrangères, le 3e le ministère de la Défense, une organisation, une forme d'organisation même souple, genre cellule de crise, a pu être mise en place pour que chacun fasse
sa liste, rende compte et vérifie que absolument toutes les mesures ont été prises pour éviter de vous retrouver justement dans la situation dans laquelle vous êtes depuis le mois de décembre. Et nous sommes évidemment nous-mêmes aussi, à un moment où nous poursuivions notre travail, très surpris des rebondissements qui ont eu lieu. Et nous pensons qu'à partir du moment où, finalement, vous obtenez aujourd'hui une information sur le nombre de déplacements, c'est que quelqu'un a relevé tous les déplacements, et ce quelqu'un qui relevait les déplacements aurait certainement pu aussi faire obstacle à l'utilisation du passeport diplomatique si des consignes lui avaient été données. Et on ne peut pas manquer de se dire, c'est presque du bon sens, mais pourquoi toutes ces dispositions, en bon français on parle de checklist, pourquoi une checklist n'a pas été faite, que depuis le départ, comme ça a été le cas pour les passeports de service, on ait dit pour les passeports diplomatiques, si ce monsieur, qui n'est pas n'importe qui, se présente à la police de l'air et des frontières avec le passeport diplomatique, veuillez s'il vous plaît l'empêcher de passer. Car nous lui avons demandé la restitution de ce passeport diplomatique. Vous comprenez notre état d'esprit. C'est pas, enfin, vraiment, nous ne souhaitons vous créer aucune espèce de difficulté personnelle. Nous sommes là dans un rôle fondamental qui est confié au Parlement, un rôle de contrôle du bon fonctionnement de l'État. Et nous nous demandons pourquoi il n'y a pas eu un peu plus de maîtrise de ce processus qui a abouti à des problèmes qui sont d'abord des problèmes qui sont posés à l'exécutif et dont chacun d'entre nous se serait, et vous le premier certainement, tout à fait bien passé. C'est dommage qu'on en soit arrivé à une situation pareille. C'est pas du tout pour vous pousser dans vos retranchements que je dis cela, mais nous avons du mal à comprendre pourquoi les choses n'ont pas été faites avec, au contraire, beaucoup plus d'autorité, en demandant à chacun de rendre compte et en prenant vraiment toutes les dispositions possibles et imaginables. Monsieur le directeur. Non, c'est moi qui ai certainement du mal à me faire comprendre. L'utilisation des passeports diplomatiques ou autres d'ailleurs, la traçabilité se fait au moment où on franchit la frontière. Soit au départ, soit à l'arrivée. C'est plutôt à l'arrivée qu'on utilise ce type de passeport. Donc, si effectivement M. Benalla, et j'en ai pas la preuve aujourd'hui, j'ai des informations mais je n'ai pas la preuve, a utilisé ces passeports dans des pays africains ou ailleurs, c'est vis-à-vis de ces services qu'il faudrait pouvoir donner des instructions. D'accord. Vous avez le sentiment que tout n'a pas été fait pour l'empêcher de les utiliser. Mais non, mais je comprends, Monsieur le Président, mais je comprends. Et je suis sûr que tous ceux qui nous regardent s'interrogent aussi. Mais moi, je suis là pour essayer de vous expliquer que toutes les démarches qui devaient être faites quand on a eu connaissance de ces éléments l'ont été faites. Et qu'on est dans un état procédural qui ne permet pas d'utiliser la force pour aller chez quelqu'un chercher un document qu'il n'a pas le droit d'utiliser. Il faut le lui demander avec des lettres recommandées, avec accusé de réception, il a un certain délai pour répondre, il faut faire des relances, enfin, vous connaissez tout ça, c'est l'administration. Et quand on voit effectivement, au bout d'un certain temps, que ces passeports n'ont pas été récupérés, eh bien, ce qu'a fait le ministre des Affaires étrangères, il a saisi le procureur. Enfin, dernier élément, vous avez parlé d'une task force. Il aurait fallu mettre en place une cellule de crise, oui. C'est cette expression qui m'est venue. Mais enfin... Moi-même, j'ai employé une terminologie malheureuse tout à l'heure en parlant de fake news. Donc, j'accepte cellule de crise. Je peux vous assurer que dès que nous avons eu connaissance, vers le 20 décembre, par des rumeurs et par des interpellations de la presse, que M. Benalla se déplaçait dans des pays africains et se prévalait éventuellement de missions officielles, via le canal diplomatique, des instructions ont été données à tous les ambassadeurs pour d'abord leur dire qu'il n'y a pas de diplomatie parallèle, que la politique étrangère de la France dans ces pays est mise en œuvre
par le ministre des Affaires étrangères et ses ambassadeurs, sous le pilotage du chef de l'État, et qu'on n'a pas besoin de tel ou tel émissaire pour défendre les intérêts de la France. Les instructions ont été passées à toutes les ambassades et à tous les services français qui sont à l'étranger. Bien, je vais redonner la parole parce qu'il y a des questions qui sont d'un autre ordre à poser à M. Stroda, notamment sur les activités privées qu'auraient pu avoir M. Benalla et M. Kras alors qu'ils servaient à l'Élysée dans des fonctions qui concouraient à la sécurité du président de la République. Est-ce que c'est Mme Jourda ou M. Sueur ?